Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est pour schématiser le paradis. Nous construisons, et on l'ignore, l'humanité n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors, évidemment, ça va prendre quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peu importe. En tout cas, la plus grande partie du chemin a été réalisée entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons fait tout ce chemin. Et ce qu'il reste, c'est cette partie-là pour atteindre la perfection. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie la plupart du temps sur des audios que j'écoute de temps en temps sur France Culture. Souvent, c'est des audios liés à la philosophie, bien entendu. Par exemple, l'émission Avec Philosophie, présentée par Géraldine Moulman ou d'autres émissions. Bon, voilà. Et des fois, c'est sur des ouvrages que je trouve bien souvent avant le pilon, que j'arrive à sauver du pilon. Et là, par exemple, il y a quelque temps, j'avais trouvé cet ouvrage-là de Henri Peters. Enfin, Henri, je ne sais pas si c'est Henri d'ailleurs, c'est Peters. Est-ce que c'est Henri ou est-ce que c'est un autre prénom? On va le savoir. Il n'y a pas son prénom, à vrai dire. Bon, bref. Ma sœur, mon épouse. Et apparemment, c'est l'histoire de Lou Andrea Salomé. Je vais juste commencer la première partie. Dans la ville universitaire allemande de Göttingen, mourut en 1937 une femme remarquable. Âgée de 76 ans, elle était la veuve du professeur Andreas, mais beaucoup plus connue sous son nom de jeune fille, Lou Salomé. La maison dans laquelle elle mourut est perchée au sommet des pentes du Hensberg, qui surplombe la ville. Du balcon de son cabinet de travail, Lou avait une vue magnifique sur la vallée de la Leine, au-dessous, et sur les collines boisées aux horizons ouest et sud. Pendant plus de 30 ans, elle avait partagé cette maison, mais non son lit, avec son mari. Et pendant plus de 30 ans, elle avait abaissé son regard sur Göttingen, célèbre par son université et ses saucisses, avec une cordiale indifférence. Je saute un petit peu. Aussi, lorsque quelques jours après la mort de Lou, un camion de la police conduit par un fonctionnaire de la Gestapo monta avec fracas la Herzberger Landstraße, s'arrêta devant la maison récemment abandonnée et emporta la bibliothèque de Lou pour la déverser dans le sous-sol de la mairie. On n'y prêta guère attention. Et sans doute n'en fut-on pas autrement surpris. La sorcière était morte, mais la chasse à la sorcière était engagée. Les fonctionnaires de la Gestapo donnèrent pour raison à cette confiscation que Lou avait été psychanalyste et avait pratiqué ce que les nazis appelaient la science juive, qu'elle avait été une collaboratrice et une amie intime de Sigmund Freud, et que sa bibliothèque était bourrée d'auteurs juifs. Alors, j'espère qu'est devenue cette bibliothèque. Voilà, quelque chose qui est une tragédie pour moi. C'est pour ça que je fais les poubelles pour les livres. Parce que c'est quelque chose qui m'irrite. Je ne sais pas, j'arrive pas à le supporter. Penser que la bibliothèque d'Alexandrie a pris feu, a brûlé tous ses ouvrages, c'est quelque chose de tragique. Penser qu'aujourd'hui on bombarde
des églises, des mosquées, des synagogues peut-être, etc., des lieux de culte, les lieux qui ont été bombardés en Afghanistan, par exemple. Mais c'est une tragédie, c'est hallucinant, quoi. Je ne sais pas si dans l'humanité, on a souvent eu ces moments de destruction comme ça du patrimoine, et maintenant qui est devenu patrimoine universel. Et les livres, c'est une catastrophe de voir que ces livres peuvent disparaître. Voilà. Bon, bref. Eh bien, on va attaquer, en fait, comme je picore un petit peu de tous les côtés, j'ai regardé, je suis arrivé sur le chapitre 5, Semant le vent, et c'est à propos de Nietzsche. Nietzsche. Alors, je pense que c'est en lien avec la relation qu'a entretenue Lou Andrea Salomé avec Nietzsche en amitié, comment elle a perçu. Je crois qu'elle a dû écrire sur Nietzsche, et donc je pense que Peter se reprend des passages de son journal ou de ses écrits, et puis de ce qu'il connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit de Nietzsche, là, ce qui est pensé par Nietzsche. Nietzsche. Que d'émotions, de réflexions contradictoires fait naître ce seul nom. Un des plus grands stylistes de la langue allemande, un virtuose de la nuance et du mot juste, une prose à la fois brillante et prophétique, mais aussi le philosophe au marteau qui glorifie la guerre, ridiculise la pitié et tient la démocratie pour une imposture. Voilà, c'est là où, si ces mots viennent de Lou Andrea Salomé, qu'il a bien connu et qui connaît son œuvre, c'est quelque chose. Si c'est ce Peters, mais qui connaît vraisemblablement aussi son œuvre, on peut dire que, sans le vouloir, parce que c'est un cri, c'est un geste, c'est une œuvre qui devrait pas être mise à la portée de n'importe qui, entre guillemets, de n'importe quelle pensée au ras des pâquerettes, parce que évidemment que il a glorifié la guerre, il a ridiculisé la pitié, et juste ça, c'est un drame pour la pensée, parce que si l'humanité a évolué, si l'humanité est devenue cette humanité, c'est justement parce qu'elle est capable d'avoir pitié. C'est la pitié qui trace la route de l'humanité. C'est parce que la pitié est plus forte que son inverse, que l'insensibilité, que l'humanité va vers sa perfection plutôt que vers le pire de son évolution, plutôt que vers la criminalité absolue, un monde comme on en voit au cinéma, des mondes où il n'y a plus de justice, on pourrait évoluer dans ce sens-là. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On évolue vraiment vers cet état de perfection. Et cet état de perfection, si on évolue vers cet état de perfection, c'est parce qu'il y a la pitié. Je vais continuer. Ridiculise la pitié et tient la démocratie pour une imposture. Parce qu'il n'a pas compris la valeur fondamentale de la démocratie. Mais c'est vrai que la démocratie a des lacunes, a des faiblesses, parce qu'on n'y réfléchit pas, parce qu'on ne cherche pas à la rendre invulnérable. Ça serait possible de la rendre invulnérable. C'est-à-dire d'empêcher que montent les extrêmes qui veulent enlever la démocratie, qui ont ce but au fond d'eux-mêmes. Les dictatures, etc., qui montent. Et ça serait très possible de protéger la démocratie. Certainement faussées et prises hors de leur contexte, ces pensées ont servi d'armes intellectuelles à tous les condottieri
et à tous les prétendus surhommes de notre temps. Prétendus surhommes. Nietzsche lui-même était convaincu que ses idées étaient de la dynamite et prophétisa qu'il y aurait des guerres que le monde n'avait jamais vues. Il avait raison, bien sûr, que c'est ça, parce qu'il avait compris que le progrès et la faiblesse de la conscience allaient faire que les armes allaient devenir de plus en plus destructrices. Et là, on est dans un même cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des fous furieux, des inconscients, des chefs de l'État qui ne savent pas ce qu'ils foutent sur cette planète, qui n'ont aucun sens de pourquoi ils sont là, qui sont religieux mais sans aucune spiritualité, qui utilisent le spirituel, la religion comme sport de combat pour s'affirmer aux dépens d'autrui. Donc, on a des criminels en puissance qui sont là, ces chefs de l'État, et de tous bords, hein, et l'Occident est un des grands pourvoyeurs de chefs de l'État criminels. Actuellement, aujourd'hui, ils sont là, même s'ils n'ont pas l'air physiquement, ils ne ressemblent pas à des méchants, mais le fond est là. Et évidemment que si on ne bouge pas si on n'arrive pas à neutraliser ces dominants-là, ben, ils nous amènent clairement à un chaos, parce qu'ils ne savent pas céder, ils ne savent pas arrêter, quoi. Ils sont là en guerre avec les BRICS, plus ou moins, mais avec les Russes derrière, et puis d'autres au Moyen-Orient, et on voit bien qu'il y a plus moyen d'arrêter, quoi. C'est l'inconscient qui évolue, qui avance dans cette chose-là. Alors, l'humanité, si elle avance vers ça, c'est qu'elle doit avancer vers ça, parce qu'elle ne se trompe pas, l'humanité. S'il faut passer par le chaos, on passe par le chaos. On en sortira, mais c'est dramatique, en tout cas. Mais lorsqu'il disait, donc, nous savons maintenant à quel point il avait raison. Mais lorsqu'il disait ces choses dans les paisibles années de 1880, personne ne l'écoutait, personne ne le prenait au sérieux, ses amis moins que quiconque. Ils le considéraient comme un excentrique inoffensif, poussé au désespoir par sa solitude et sa souffrance. C'est clair qu'il y avait la solitude et la souffrance ont été un poids dans son existence, mais c'est pas c'est pas le tout, quoi. Et selon le cas, suivait avec effroi ou compassion le cours de sa vie chaotique. Nietzsche, professeur d'université en retraite et penseur solitaire. C'était là l'impression de Ray sur son ami lorsqu'en mars 1882, il se tourna vers lui pour l'appeler à son aide. À cette époque, Nietzsche avait 38 ans et était sur le point d'entrer dans la phase finale de sa carrière météorique. Né en 1844, il était le fils unique d'un pasteur protestant. Et de bonne heure, il montra ses dispositions studieuses qui sont les caractères du futur savant. C'était un jeune garçon sérieux et solennel qui méritait bien ce surnom, le petit pasteur. Voilà. On va arrêter là sur cette... Bon, je peux avancer en fait. Un grand changement survint dans la vie de Nietzsche en 1879, lorsqu'après 10 ans seulement de professorat à Bâle, il fut forcé d'abandonner son poste. Sa santé était si rapidement altérée, surtout la vue, qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions. Pourvu d'une petite pension par le gouvernement suisse, il quitta Bâle et devint un voyageur solitaire, allant d'une pension de famille médiocre à une autre dans Sils Maria, Nice, Gênes, Rome, Turin, toujours à la recherche d'un climat qui lui rendrait la vie supportable et d'une compagne dans sa solitude. Et ne trouvant ni l'un ni l'autre, il échouait
dans la petite chambre garnie, petite, étroite, modeste, aux meubles froids, où d'innombrables notes, feuilles écrits et épreuves sont empilées sur la table. Mais ni fleurs ni ornements, juste un livre et rarement une lettre. Au fond, dans un coin, une laide et lourde malle de bois, son unique possession, contenant ses 2 chemises et son autre costume usé. Il n'y avait d'autre que des livres et des manuscrits, et sur un plateau une quantité de flacons, de pots de potions contre la migraine qui le laissait souvent prostré pendant des heures contre ses crampes d'estomac, contre les vomissements spasmodiques, contre l'intestin paresseux et surtout les terribles sédatifs, contre l'insomnie, l'hydrate de chloral et le véronal. Un redoutable arsenal de poisons et de drogues. Les seuls secours pourtant dans le silence vide de cette chambre hostile dans laquelle il ne se repose jamais, sauf de courts sommeils artificiels, enveloppé de son pardessus et d'une écharpe de laine, car le poêle misérable ne fait que fumer sans donner de chaleur. Les doigts gelés, ses doubles verres tout près du papier. Il écrit hâtivement pendant des heures, des mots que ses yeux embués peuvent à peine déchiffrer. Il reste assis de cette façon pendant des heures et écrit jusqu'à ce que les yeux lui brûlent. Stefan Zweig, c'est ce texte. On va arrêter là pour cette vidéo, mais on voit quelle souffrance Nietzsche est là. Et on a du mal à comprendre pourquoi il vénère la guerre. Lui, si fragile, si doux sans doute. C'est simplement parce qu'il avait, à mon sens, peur de sa sensibilité. Il ne voulait pas ressentir cette hypersensibilité qu'il avait. Et c'était quelque chose qui le faisait souffrir. Et peut-être c'était ce qui a dégradé sa santé. C'est ce qui... c'était les symptômes parce que ça devait être un drame d'être professeur, par exemple, de parler devant des élèves, d'être avec un caractère comme il avait. Son caractère n'était pas fait pour les relations humaines. C'était quelque chose qui devait être d'une souffrance terrible. Donc il a dû symptomatiser tout un tas de maladies jusqu'au moment où les Suisses, d'une certaine manière, on voit à quel point ils étaient pertinents et perspicaces. Ils lui ont donné une pension c'est parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il ne pouvait pas vivre dans ce monde. S'il devait gagner sa vie, se battre, etc., c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Donc, par bonheur, ils lui ont permis de vivre comme ça, avec cette petite rente, et faire son œuvre. Et je le comprends tellement bien. Cet isolement, en fait, c'est peut-être... Moi, de mon côté, c'est lié à l'autisme. C'est lié à quelque chose où je ne peux être bien heureux que quand je suis seul, en train d'écrire, en train d'être seul chez moi. C'est les seuls moments de bonheur que j'ai. Maintenant, j'en ai pris conscience, mais quand je devais vivre au contact des autres, c'était une souffrance absolue. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez Nietzsche, de l'ordre de la souffrance et de l'incapacité à vivre. Et je pense que c'est ce qui a donné ce goût pour cette hostilité à la pitié, parce qu'il aurait voulu ne pas avoir de pitié. Il aurait voulu être cet aristocrate guerrier dont il parle, peut-être ce surhomme, je ne sais pas, je ne connais pas assez son œuvre à ce niveau-là.
mais il voulait être ce qu'il réclamait en fait, ce guerrier, ce impitoyable qui ne laisse pas sa sensibilité le maltraiter, le faire souffrir, etc. Et pourtant, c'est cette hypersensibilité, c'est cette pitié qui va le marquer son passage vers la folie, peut-être vers l'extase en fait, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu pendant ces 10 dernières années où il est rentré dans le mutisme et où il a arrêté d'écrire, il est resté sans pouvoir rien faire. Comme ça, peut-être il était dans l'état d'extase. Et c'est vraiment ce qu'on peut lui souhaiter de plus fort, parce que c'est enfin la paix, quoi. S'il a vécu ces 10 années d'extase, ça serait génial. Ça serait vraiment intéressant à savoir à quel niveau il en était. Peut-être on peut arriver, peut-être il faudrait que je lise, parce que pour avoir fait l'expérience de l'extase, je peux la détecter dans ceux qui relatent l'état d'esprit de quelqu'un qui est dans cet état de prostration ou de silence, de mutisme, etc. En tout cas, il n'avait pas l'air de souffrir. Donc s'il ne souffrait pas, c'est qu'il était vraiment apaisé dans cet état. Donc c'était vraiment la paix. Et il le méritait après ces 10 années de créativité inouïe. Mais on doit comprendre sa psychologie pour comprendre son œuvre. Et comprendre qu'elle est en grande partie en réaction. En grande partie, quand il peut laisser parler sa sensibilité, c'est de l'amour en barre. Et quand il est dans la souffrance et que c'est la réaction qui parle, ça devient, voilà, cette... Alors, ça me rappelle que quand j'avais écouté une audio de Michel Onfray sur Nietzsche et les stoïciens, ou je sais plus, enfin bref, il disait que quand il était jeune, voilà, il aimait Nietzsche pour des mauvaises raisons. Quand il était très jeune, il comprenait pas vraiment ce qu'il lisait. Et quand il avait lu Si tu vas voir les femmes, munis-toi d'un fouet. Et en fait, c'est pas ça l'idée à mon sens, parce que quand j'ai vu la photo de justement Lou Andrea Salomé avec Paul Reis et Nietzsche, qui tous les deux ils sont attelés à une charrette, et Lou Andrea Salomé est dans la charrette avec un fouet, et c'est les deux bêtes de somme finalement. Et en fait, c'est ça. Ça doit vouloir dire apporte un fouet à la femme, en fait. Voilà. Alors après, qu'il soit déçu qu'il ait un peu des revendications contre les femmes, c'est tellement normal par rapport à ce qu'il a vécu, quoi. C'est complètement, c'est inouï. Il a été mais repoussé. Ça rappelle complètement Van Gogh. Ça rappelle complètement pas Michaud mais Artaud. C'est de cette veine-là, ces souffrances, c'est ceux qui sont incapables de se faire aimer parce qu'ils ont été maltraités. Et c'est une double peine en réalité. Alors on a vécu un passé qui nous a rendu inaptes à se faire aimer, et on est en demande d'amour absolu et on n'arrive pas à le vivre. C'est ce qu'ont vécu absolument Artaud, Van Gogh. Quelle tristesse. Mais bon, voilà, ça fait des œuvres. L'œuvre, elle est là aussi derrière. Mais l'humanité, quand elle aura atteint sa perfection, ça sera aboli. Il n'y aura plus ces souffrances.
ces souffrances qui sont liées à l'enfance, tout simplement. Nietzsche, c'est ce qu'il a vécu dans son enfance qui fait qu'il est incapable de se faire aimer, parce qu'il est trop exalté, parce qu'il fait peur, et c'était la même chose pour Vincent Van Gogh, il fait peur, il est dans le, dans l'excès d'amour, dans l'exaltation, l'amour, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose c'est tellement placé haut. La femme, elle est tellement placée haute que c'est impossible de rentrer dans une relation classique. Ça fait de la peine pour Nietzsche. Voilà, je vais faire peut-être d'autres vidéos. Je vais continuer à lire et voir s'il y a des choses intéressantes sur cette. Ça a l'air vraiment intéressant. Je ne connaissais pas ce livre. On va voir. Merci. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, bon là, c'est pas très intéressant cette vidéo, je pense. Mais voilà, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, faire des liens d'ailleurs envers le site, écrire des commentaires, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Nietzsche et qui ne le voient pas comme moi, qui ne le pensent pas de la même manière que je le perçois, et c'est tout à fait normal. Et je pense que Nietzsche, il y a autant d'êtres humains, de lecteurs que de points de vue, quoi, parce que c'est vraiment, c'est ce qui est dit n'est pas forcément ce qui voudrait être dit, peut-être. Je ne sais pas. À bientôt. Merci.